Pascal, on va rendre un petit hommage à ce grand monsieur qui a inventé avec Bernoulli les probabilités, qui a inventé finalement, qui a conceptualisé le hasard, ou le triangle de Pascal, qui est l'emblème de tout ce qu'il a fait en probabilité, en combinatoire, en tout ce qu'on veut, et qu'il a prolongé en tant que philosophe avec même le pari de Pascal. Bon, pari combien? Allons-y sur le triangle de Pascal, mais on va le regarder de façon modulaire. Modulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le regarder en face. Bon, il est infini, hein, j'ai regardé juste ces 8 premières lignes. On va le regarder modulo P, où P est un nombre premier. Et on va y voir, le but de ce petit exposé, c'est d'y voir une structure fractale, dans un premier temps, et d'essayer de calculer quelle est la dimension fractale du triangle de Pascal modulaire. Voilà. Alors, bon, on va le trafiquer pour en faire vraiment un vrai fractal, hein, un objet topologique, parce que pour l'instant, c'est juste des nombres qui sont comme ça. Alors, regardons, on va commencer par regarder modulo P égale 2, évidemment. Et qu'est-ce que ça donne modulo 2? Ben, si vous regardez, vous avez un pair, un pair, un pair, un pair, pair, un pair, un pair, un pair, un pair, un pair, un pair. Et là, tout d'un coup, pair, 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 vous avez un triangle ici de pair. Alors, ce qui est quand même intéressant, parce que ça, ce sont des choses qu'on peut faire, même peut-être avec des gens au collège, hein, parce que à partir du moment où on sait que pair plus pair, ça fait pair, pair plus impair, on connaît la règle de la parité, on peut faire un triangle comme ça. C'est que, ce qui est intéressant, c'est que, hein, si vous voulez convaincre de l'intérêt de la formule A plus B bar égale A bar plus B bar, eh ben, vous mettez quelqu'un sur ce triangle de Pascal modulaire, hein, déjà. Parce que entre calculer A plus B et ensuite faire la barre et calculer directement A bar plus B bar, il n'y a quand même pas photo. Hein. Ici, vous faites le calcul très simplement, où dès que vous avez 1, 0, vous avez 1, 0 plus 1 égale 1 plus 1 égale 0, etc. Et là, ça va très très vite. Voilà. Et quand on regarde cet objet, on va voir dans ce dessin une espèce de structure qu'on va appeler autosimilaire, qui fait penser à des fractales. C'est-à-dire que, regardez, hein, vous allez voir, hein, vous prenez un triangle, ici, et vous construisez à l'intérieur de ce triangle, ici, 4 triangles équilatéraux. Dans ces 4 triangles, ben, vous en évidez un, d'accord? Et il vous reste 3 triangles équilatéraux. Et ces 3 triangles équilatéraux, vous évidez, et puis les triangles équilatéraux que vous obtenez, hein, qui vous restent, qui sont en blanc, et ben vous les évidez, etc., etc. Et là, on obtient ce qu'on appelle un triangle de Sierpinski, hein, qui, entre parenthèses, se retrouve dans la nature et dans certains coquillages. Oh mon Dieu, c'est un délice! Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Hein. Alors, bien sûr, on voit que pour l'instant, c'est juste intuitif, c'est pas encore bien au point, parce que ici, vous avez un triangle qui va être infini, alors que là, ici, on part d'un triangle bien délimité et on rentre à l'intérieur. Bon, ça, donc, on parlera plus tard de cette chose-là. Pour l'instant, regardons le côté autosimilaire du triangle, aussi grand soit-il. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le triangle de Pascal peut être vu comme un carré de Pascal. Ça, c'est nettement moins connu. Tout le monde connaît le triangle de Pascal, mais pourquoi c'est le triangle de Pascal, hein? Ça peut être le carré de Pascal. Dans le triangle de Pascal, je vous rappelle que on ajoute ça plus ça égale ça. Ici, hein, tout le monde connaît, c'est pour ça que je ne l'ai même pas présenté. 6 plus 4 égale 10, 10 plus 5 égale 15, etc. 10 plus 10 égale 20. Mais on peut, si vous voulez, si on regarde les choses comme ceci, si on les redresse pour que lui passe au nord-ouest, d'accord,
et que cet angle soit ici un angle droit, eh bien, ça devient une chose qui ressemble à ça. Regardez, hein, ce 1, c'est ce 1-là, 1, d'accord? En fait les horizontales du triangle de Pascal ici vont devenir des diagonales, comme ça, qui vont du sud-ouest vers le nord-est. D'accord? Voilà. Voilà. Et en fait, on s'est arrêté là, ici, hein, avec cette ligne de 1. Donc, j'ai reproduit ce triangle-là, comme ceci, en un carré de Pascal. Et qu'est-ce que je remarque? Alors, ça, c'est une remarque sur laquelle on va essayer de réfléchir pour P égale 2, et ensuite pour P premier quelconque. C'est que cet objet, il est beaucoup plus pratique parce qu'il nous relie aux matrices, hein, et deuxièmement, il est lié à ce qu'on appelle le produit tensoriel de matrices. Donc c'est des puissances tensorielles d'une certaine matrice. Alors, regardons, et pour l'instant, avant de parler avant de mettre en place un langage, hein, on va regarder les choses de façon élémentaire. Je pars de 1. Et chaque fois que je vois un 1, je le remplace par la matrice J1, d'accord, 1, 1, 1, 0. Et chaque fois que je vois un 0, je remplace par la matrice 0 fois J1. Hein, si vous voulez, J0, qui est égal à 0 fois J1. Bon, c'est la matrice nulle, hein, de toute façon. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est ça le côté autosimilaire du triangle de Pascal modulaire, déjà pour l'instant modulo P, c'est que, regardez ce qu'on va obtenir, 1 va devenir la matrice J1, le 1 là va devenir la matrice J1 ici, ce 1 matrice J1 là, ce 1 matrice J1 là, vous le voyez, et ce 0 va devenir la matrice ici. Puis ensuite, vous repassez par cette tensorisation, hein, bon, donc on précisera plus tard, ce 1 va devenir là, ce 1 là ici, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que le triangle de Pascal modulo 2 n'est rien d'autre que ce que l'on va définir tout de suite comme J1 à la puissance tensorielle de n, c'est-à-dire dénombrable, en quelque sorte. Voilà. Hein, c'est ça qu'on va essayer de regarder. Et en fait, toute l'autosimilarité du triangle de Pascal modulaire, modulo P, après, à vous de voir si ça marche pour d'autres nombres, on n'ira pas plus loin, eh bien, ça tient de cette égalité-là. Voilà. Alors, quelques définitions donc sur le produit tensoriel, mais c'est juste le produit tensoriel de matrice, donc c'est vraiment juste de la petite combinatoire. A est dans M de K, B dans M n de K, et on va définir une matrice qui est dans M n fois M de K, hein, c'est A11, donc A c'est la matrice AIJ, hein, et là c'est A11 fois B, et jusqu'à A1M fois B, et puis ici AM1 fois B, AMM fois B, voilà. Alors attention, c'est pas commutatif, hein, le produit tensoriel, mais en revanche, c'est quelque chose d'associatif, hein, et on peut définir la puissance km tensorielle km d'une matrice A, c'est A fois A fois A, fois A, etc., qui va être dans M, n puissance K de K. Voilà. Bon, ça c'est la construction vraiment complètement élémentaire, et vous voyez bien que c'est lié à notre triangle de Pascal, puisque quand on a pris notre triangle et quand on l'a transformé en un carré de Pascal, eh ben, on voit bien que on obtient, regardez, le 1 au départ, c'est J1, donc J1 c'était ça, J1 puissance tensorielle 0, ici ça va devenir J1 puissance 1, mais ça c'est juste des conventions, voilà J1 tenseur J1, hein, donc J1 au carré, la puissance tensorielle au carré, et voilà, donc ici, on est allé jusqu'à J1, la puissance tensorielle de J1 au cube. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le triangle de Pascal infini, modulo 2, d'accord, notre triangle de Pascal infini, ça va être un J1, ça va être une limite, comme ça, de ça, quand n tend vers l'infini, que j'écris comme ceci. Alors, on pourrait déjà essayer de démontrer ça à ce stade, mais c'est pas plus compliqué de le démontrer pour P premier quelconque. Avant d'attaquer P quelconque, on va regarder P égale 3, ça peut nous donner des indications. Alors, regardez ce que l'on a. Donc, je vais prendre le triangle de Pascal. Donc, vous voyez, là, c'est plus le triangle de Pascal, c'est le carré de Pascal. C'est-à-dire, vraiment, le triangle de Pascal, mais écrit de façon différente, géométriquement. Donc, ici, on a un angle droit, d'accord, voilà. On retrouve ici les lignes du triangle de Pascal, et cette fois-ci, elles sont en diagonale. Alors, donc ici, je borde de 1, et je fais mes sommes, comme d'habitude. 1 plus 1, ça fait 2, d'accord, voilà. Après, 2 plus 1, ça va faire 0, 1 plus 2, ça va faire 0. Donc ici, on va avoir la troisième ligne du triangle de Pascal. Bon, en comptant, ici, c'est la 0e, etc. Et puis, voilà. Et puis, vous continuez, vous faites vous vérifiez ça, et à un moment, vous allez avoir tout à l'heure, c'était une ligne où il y avait que des 1, si vous vous rappelez, modulo 2, mais là, cette fois-ci, c'est une ligne où il y a une alternance de 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ce qui va faire que là, on va avoir que des 0. Si on devait prolonger, donc on ne prolongera pas, on aurait des 1 de chaque côté et des 0 comme on a ici. Regardez, ce qui apparaît, c'est maintenant une matrice 3, 3, que je vais appeler J. Bon, je pourrais l'appeler J1 encore, mais bon, je vais appeler J. C'est 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0, qui est dans M3, donc de F3. Regardez, donc pour vous commencez votre triangle de Pascal avec 1, d'accord. Ensuite, vous faites de la tensorisation, donc vous tensorisez par J, bon, évidemment ça fait J, voilà, et vous obtenez ça. Et maintenant, vous tensorisez J deux fois, donc ça va faire une matrice 9, 9, d'accord, ici, et quelle tête elle va avoir? Voilà J, donc 1 fois J, 1 ici fois J, 1 fois J, là 1 fois J, 1 fois J, et là ici, évidemment, 2 fois J. Et vous reconnaissez comme 2 fois 2, ça fait 1, on est dans F3. Ici, vous avez 2 fois J, et puis là, bien sûr, 0 fois J, 0 fois J, 0 fois J, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on avance sur notre conjecture, que le triangle de Pascal modulo 3, ça va être une puissance dénombrable tensorielle de cette matrice J. Donc, maintenant, on peut estimer que la conjecture pour P, elle est claire. On va prendre JP, ou J tout court, on va l'appeler J pour P premier fixé. On va regarder le triangle de Pascal pour les P premiers éléments que l'on borde. On va border ici par des 1. Ici, bon, évidemment, ça fait 2, etc., etc. Bon, on remplit selon la règle du triangle de Pascal. Et il se trouve que ici, on va avoir la dernière diagonale non nulle. Alors, c'est encore à prouver tout ça, mais pour l'instant, c'est des conjectures. Après, on va avoir que des zéros. C'est-à-dire que cette matrice, je ne dis pas qu'elle est triangulaire, parce que triangulaire, c'est par rapport... Mais elle est anti-triangulaire supérieure, on pourrait le dire, par rapport à l'anti-diagonale. D'accord? Vous avez des zéros comme ceci. Et que le triangle de Pascal modulo P aurait une autosimilarité, donc une structure fractale, qu'on développera plus tard, parce que c'est J, puissance tensorisée, un nombre dénombrable de fois, ça, jusqu'à l'infini. L'infini dénombrable. Voilà. C'est ça que, bon, maintenant, il va falloir quand même
un petit peu démontrer les choses. Alors, il est temps de prouver les théorèmes qu'on a annoncés. Donc, dans cette vidéo-là, on va d'une part faire des preuves, mais aussi mettre ce théorème qu'on a annoncé, c'est-à-dire que finalement, le triangle de Pascal, c'est juste une limite inductive de mineurs qui sont des produits tensoriels d'une seule matrice, triangle de Pascal modulo P premier, de mettre ce théorème sous la forme justement de ce qu'on attend, c'est-à-dire d'une vraie fractale. C'est-à-dire que cette autosimilarité exprimée par le théorème possède une version fractale, en quelque sorte. Voilà les deux objectifs du moment. Alors, d'abord, donc on part de P premier, et ça, P premier, ça va être important, on va voir pourquoi. Et donc J, qui est une matrice de taille P, un coefficient dans Z sur PZ, c'est-à-dire FP, et on va dire que c'est le mineur principal du triangle de Pascal, qu'on peut appeler ici clairement le carré de Pascal, regardez modulo P. Mais c'est juste le triangle de Pascal tel qu'on le voit habituellement, mais on a mis ça sous la forme d'un carré. Donc, comment on peut interpréter cette matrice J, qui est le mineur principal de taille P, d'accord, de ce triangle de Pascal qu'on voit comme un carré de Pascal, modulo P. Eh bien, ici, donc par convention, J est bordé de 1, c'est-à-dire que la première ligne de J et la première colonne de J, c'est des 1. Alors là, ici, c'est bien de commencer par la ligne 0 jusqu'à la ligne P-1, et pareil pour les colonnes, ça va de 0 à P-1. Comme ça, le coefficient principal IJ, ça va être juste J parmi I plus J. Et ici, une fois qu'on a bordé de 1, ici, la matrice J est complètement définie par la relation que vous connaissez, Pascal, I plus J, J, plus I plus J, J plus 1, c'est I plus J plus 1, J plus 1. Voilà, donc maintenant ce que dit le lemme, c'est que J va avoir des éléments non nuls sur cette partie au-delà de l'antidiagonale supérieure, et ensuite ça va être que des zéros. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose de très difficile. Si on veut le montrer, disons qu'il faut calculer les coefficients J parmi K pour K compris entre 0 et P-1. Donc 0 et P-1, ça va nous donner ces coefficients-là. D'accord, voilà. Et il faut montrer que ceux-ci sont non nuls, c'est-à-dire que P ne divise pas, non nuls dans FP, voilà, ils sont non nuls dans Z. Maintenant, il ne faut pas qu'ils divisent, faut pas que P divise J parmi K, et P, oui, évidemment, il ne divise pas J parmi K par le lemme d'Euclide, parce qu'il ne divise pas factoriel K, d'accord, puisque K est strictement plus petit que P. Bon, donc ça, c'est facile. Et ensuite, ici, j'affirme qu'il n'y a que des zéros, d'accord? Donc sur cette diagonale. Donc là maintenant, c'est la diagonale qui correspond à K égale P. Et ça veut dire qu'il faut montrer que PJ, donc J parmi P, mais cette fois-ci, dans la matrice, on n'a pas ces deux éléments extrêmes, qui sont des 1, évidemment. Donc J est strictement compris entre 0 et P, et il faut montrer que P divise ça. Bon, ça, parce que P est premier, encore une fois, le lemme d'Euclide nous l'affirme, parce que ce nombre-là, c'est P, facteur de P-1, jusqu'à P moins J plus 1, et quand on va diviser par factoriel J, on ne va pas, comme J est compris entre 0 et strictement compris entre 0 et P, on ne va pas éliminer le facteur P, et donc ça reste, comme on sait que c'est un entier, ça reste divisible par P. Et donc ça va s'annuler dans FP.
Donc, bon, à partir de là, une fois qu'on sait qu'on a des zéros ici, et que l'on a cette relation de récurrence, ben ici, il est évident qu'on va toujours avoir des zéros, parce que 0 plus 0, ça fait 0. Voilà, entre parenthèses, je le signale, le fait que sur cette diagonale, il y ait 1, 0, 0, 0 et ici un 1, bah c'est lié au fait que là, on a une relation de Newton dans FP, et x plus y puissance p égale xp plus yp, où on voit les extrêmes 1 et que des zéros entre les deux, et donc c'est lié à ce que beaucoup de gens connaissent comme le morphisme de Frobenius. Hein, voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse, donc que finalement ce lemme sur lequel repose cette structure fractale repose lui-même sur le morphisme de Frobenius. Ça peut être intéressant pour certains. Donc maintenant, on va parler du théorème. Le théorème, bon, je ne vais pas le dire de façon aussi audacieuse que tout à l'heure avec des puissances grand N où N c'est l'ensemble des naturels, mais simplement le mineur principal de taille P puissance petit n, de mon triangle de Pascal modulo P, P premier, ben c'est la puissance tensorielle de la matrice J qu'on a, la énième puissance tensorielle de la matrice J qu'on a décrite dans le lemme. D'accord ? C'est-à-dire J, tenseur J, etc. N fois, où le produit tensoriel a été défini tout à l'heure, bon, de façon assez simple. Oui, alors confondez pas, hein, c'est pas du tout le même objet, en tout cas théorique, hein, la puissance tensorielle de deux matrices et la puissance tensorielle de deux modules, ou ça, parce que des fois la puissance tensorielle, ça fait penser à des choses un peu compliquées, et bon, c'est lié, hein, évidemment, hein, mais la version matricielle est purement combinatoire et ne demande aucun effort intellectuel. Ici, ben, regardons, on veut montrer ça, ben, pour n, on le montre par récurrence, bon, regardons pour n égale 0, ben, évidemment, hein, le mineur de taille 1, c'est 1, et J tensoré 0 fois, ben, c'est 1 aussi, ok. Bon, pour n égale 1, ben, c'est la puissance tensorielle puissance 1, donc c'est encore des choses triviales, donc c'est J, ben oui, puisqu'on a, on a dit que c'était J, le mineur principal de taille P. Donc ça, c'est que des définitions. Maintenant, les choses commencent avec n égale 2. Avec n égale 2, c'est-à-dire, vous voyez, regardez ce qui se passe. Il faut montrer que le mineur principal de taille P2, hein, du triangle de Pascal modulo P, et donc voilà, de taille P2, donc voilà la matrice, ça va être justement J tenseur J. Donc ici, il faut qu'il y ait un J, là, il faut qu'il y ait un J, puisqu'on remplace les 1, hein, juste ici, on remplace le 1 par un J, voilà, tac, etc., etc. Et maintenant, regardons, donc tout ça, on sait que c'est bordé de 1, donc il faut que, pour P2, ce soit bordé de J. Ben oui, pourquoi ? Parce que ici, ben, on sait qu'on a J, par récurrence, mais comme on a des zéros, et c'est là où ça va être important, c'est qu'on a que des zéros ici, eh bien, on va avoir... Alors, ici, on sait qu'on n'a que des 1. Ça, c'est par le triangle de Pascal. Hein. Voilà. Ici, on va avoir que des 1. Mais ici, comme on a 0 et 1, ici, on va avoir 1. Et comme on a 0 et 1, là, ici, on va avoir 1, etc. jusqu'à 1 ici. Et maintenant, comme on sait par définition du triangle de Pascal qu'on n'a que des 1 ici, et comme on vient de voir qu'il y avait une colonne de 1 jusque là, et bien là, par la récurrence de Pascal, en quelque sorte, et bien tout va se construire, on va reconstruire J. Donc, ok, c'est ce que j'ai mis, ok, on va avoir J ici. Donc ça, c'est la matrice J. Bon, c'est symétrique, hein. Donc ici, on aura J, et puis pour les mêmes raisons, voilà. Donc là, c'est J. Donc déjà, on a une initialisation, c'est-à-dire que J, c'est bien bordé de P, le mineur principal de taille P2, est bien bordé ici de J et là de J. Maintenant, pour montrer
que c'est bien le produit tensoriel, eh ben, en fait, vous pouvez vous convaincre facilement qu'il suffit de montrer que quand on a dans le triangle de Pascal, à l'intérieur de J, quand on a deux entiers R et S qui sont situés comme ça, hein, donc lui en cette position et lui en cette position, eh bien, ça donne forcément R plus S, d'après la règle de Pascal. Eh bien, c'est la même chose au niveau des J. C'est-à-dire, si on a la matrice RJ et SJ, alors on a la matrice, tout en se servant de cette récurrence de Pascal. Alors ici, on a la matrice R plus SJ. Et en fait, tout le secret de l'autosimilarité modulo P du triangle de Pascal, c'est là que ça se passe. Et c'est pas difficile. En fait, donc ici, c'est bordé de J, donc ça c'était l'initialisation, et ça c'est pour la récurrence. Alors effectivement, si vous avez R fois J, ça revient à avoir une ligne de R, une colonne de R, première ligne de R, première colonne de R, et ensuite de faire la récurrence de Pascal. Ça, vous voyez bien que par linéarité de cette récurrence, vous allez obtenir la matrice RJ. De la même manière, ici, vous avez la matrice SJ, donc j'essaie de les délimiter, hein, ces matrices. Voilà RJ et SJ. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, ici, vous allez avoir R plus S, d'après la récurrence de Pascal. Vous avez R plus S ici. Mais maintenant, forcément, comme vous avez R plus S est 0, bah ici, vous avez R plus S est 0, R plus S, etc. Et vous allez avoir R plus S ici, jusqu'ici. Et là, pareil. Et à partir du moment où vous avez bordé ici par une ligne tronquée, hein, une ligne quand même, de R plus S et une première colonne de R plus S, et bien là, il n'y a plus qu'à appliquer la récurrence de Pascal pour obtenir forcément la matrice R plus S fois J. Donc, ça passe à ce niveau-là. Et le secret de ça, pour l'instant, on ne s'est pas encore servi que ces choses-là étaient non nulles, mais par contre, on s'est servi du fait que ces choses-là sont nulles, surtout ça et ça. Voilà. De toute façon, c'est symétrique. C'est des matrices symétriques. Voilà. Donc là, ça y est, la preuve est terminée. Sauf, vous allez me dire, on est passé à la taille 2. Bah oui, mais quitte à remplacer J par J tenseur 2 fois, on passe à la taille P3. Hein. D'accord. Ben oui, c'est évident. Le tout, hein, c'est que vous voyez que J tensorisé 2 fois va bien être une matrice, donc vous remplacez J par ça, hein, d'accord, pour obtenir le deuxième stade, et vous allez faire la même chose avec les matrices R, J tensorisé 2 fois, et le plus important, c'est qu'elle soit bordée de 0, et ça vous le vérifiez très très facilement, ce soit bordé ici de 0 là et là. Voilà. Autre chose, c'est là qu'on voit, donc c'est une petite remarque, quand même que je mets là, c'est là qu'on voit, donc à travers cette importance de cette bordure de 0 ici, hein, donc ce qui est important, c'est d'abord cette bordure de 1, mais qui elle, arrive à la définir en tant que définition, mais cette bordure de 0 qui est liée quand même au morphisme de Frobenius, à cause de ça, on va pas pouvoir généraliser ce résultat si on remplace P par P puissance K, et ici, on regarde J dans M P puissance K de Z sur P puissance K Z. On aimerait bien, mais c'est faux, parce que, regardez, si vous prenez P, R, qu'est-ce que j'avais pris? J, là, ici, et on s'était servi du fait que P divisait ça quand J est strictement compris entre 0 et P, donc ici on prend J compris entre 0 et P puissance R, et on voudrait que P puissance R divise ceci
pour avoir l'équivalent du Frobenius. Eh bien non, c'est faux. Si vous prenez J égale P, prenez par exemple ici P carré, donc avec P égale 2, c'est-à-dire 4. Ben, vous allez avoir effectivement le fameux 1, 4, 6, 4, 1 à la quatrième ligne. Et là, vous avez votre deuxième élément là, qui n'est pas divisible par 4. Voilà. Ce qui fait que finalement, on ne peut pas généraliser ceci à P puissance R. En général, P puissance R ne divise pas P puissance P parmi P puissance R. Donc pour J égale P. Ce qui va faire que dans cette matrice, si on regardait un P puissance R, on aurait des zéros, mais au moment des multiples de P, on n'aurait plus de zéros. Voilà. Donc cette structure fractale demande des améliorations, demande des précisions quand on regarde les choses modulo P puissance R. Donc je ne vous dis pas modulo N, mais en fait l'obstruction vient de là. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un peu vraiment transformer cette autosimilarité-là en une vraie structure fractale géométrique telle qu'on l'entend. Allons-y pour des structures fractales. Rapidement, hein. Donc on regarde le carré, 0, 1, 3, 0, 1, dans le plan, et pour tout cas strictement positif, dans le carré, je vais poser pour tout ij entre 0 et p puissance k moins 1, je vais créer une subdivision du carré, et je vais prendre des sous-carrés, comme un petit carrelage, je prends un carrelage dans ce carré, et je vais regarder les carreaux donnés par les lignes. Donc je subdivise ce carré en P puissance K, ligne P puissance K colonne, donc ça fait P puissance 2K en tout, et carreaux. Et ici, je subdivise, voilà les carreaux que vous voyez ici. Et maintenant, je vais ne choisir dans le carré que les carreaux tels que P ne divise pas J parmi I plus J. Voilà, je vais garder que ces carreaux-là. Voilà. Eh bien, finalement, ce qui se passe, c'est que l'interprétation géométrique de ce qu'on a vu tout à l'heure sur cette structure tensorielle, c'est que CK plus 1 va être inclus dans CK, et que quand on va prendre l'intersection de tous les CK, donc comment ça va converger, ça va nous donner un fractal FP, d'accord, pour tous les cas strictement supérieurs à 0. Alors c'est une intersection, attention, d'ensembles qui sont compacts. Donc ici ça va être fermé borné, ça va être un compact, mais qui sont inclus les uns dans les autres. Donc en fait on est en train de sculpter quelque chose. Alors bon, j'affirme un peu à la légère, mais bon, c'est pas difficile de le voir, que FP est un fractal de dimension log indice P de P facteur de P plus 1 sur 2. Regardons ce que ça donne pour P égale 2. Alors vous avez ici votre carré 0, 1 croix 0, 1, d'accord. Maintenant on divise en 4 carreaux, d'accord, voilà. Maintenant, je prends que la réunion des carreaux tels que P ne divise pas I plus J plus 1. Donc ici, on va avoir, ici, on va avoir en quelque sorte 1, 1, 1 dans notre triangle de Pascal. Et ici, 1 plus 1, donc 2. Et donc 2 divise, puisque P égale 2. Donc lui, ce carreau, on ne le met pas. D'accord. Donc ensuite, vous voyez bien que quand on va diviser tout en 4, et là en 4, ça va faire du 16, eh bien la structure, là, d'après la structure fractale qu'on a vue tout à l'heure,
eh bien, on aura exactement la même matrice, c'est-à-dire que on a juste changé le 1 ou le non nul, si on veut que P soit quelconque, en un vrai carreau, et le 0 en on ne met pas le carreau. D'accord ? Et donc, on voit que pour k égale 1, k égale 2, on va avoir ceci, d'accord ? K égale 3, bon, bah, je vous l'ai dessiné, et on voit bien que lui, hein, d'après la structure fractale, est bien inclus dans lui, et que lui est bien inclus dans lui. En fait, on a sculpté à l'intérieur, parce que l'élément qu'on avait ici, eh bien, on le retrouve là aussi. Voilà. Donc, maintenant, ici, on va prendre l'intersection de tout ça, et ça va être une structure autosimilaire. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Donc, en général, alors là, on l'a fait pour P égale 2. Hein. Donc ici, pour P égale 2, qu'est-ce que ça nous donne comme structure fractale ? Eh bien, quand j'aurai fait l'intersection, ben, j'aurai une structure, comme je serais passé à l'infini, j'aurai une structure telle que si je la double, donc, cette structure-là, la structure qu'on aura ici, sera devenue exactement la même que celle-ci, mais avec une homothétie de rapport 2. Et donc, l'homothétie de rapport 2 va faire que je vais pouvoir remplir de 3 objets similaires, un objet qui est homothétique de rapport 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension fractale, hein, en général, hein, vous prenez une homothétie de rapport P d'un objet, et vous supposez qu'il vous faut H objets isométriques à F pour concaténer ces objets et obtenir HP de F, eh bien la dimension, c'est la dimension D telle que P puissance D est égale à H. De la même manière, vous prenez un carré, vous avez ce carré, quand vous prenez son homothétique de rapport 2, bah, ça va vous faire ce carré-là, il en faut 4. Donc 2 puissance combien est égal à 4 ? Ben, c'est évidemment 2 puissance 2, parce que le carré, c'est une surface. Voilà. Donc ici, ça va nous faire que 2 puissance d est égal, cette fois-ci, à 3. Parce que ici, h égale 3, ce sont ces 3 objets-là, puisqu'on a enlevé celui-ci, pour p égale 2. Puisqu'on a pris une homothétie de rapport 2. Et donc ça fait D égale évidemment log de 3 sur log de 2. Et ici, en général, ça va faire ça, parce que on va avoir le nombre de zéros que l'on a correspond exactement à P, facteur de P plus 1 sur 2. Et ça, cette fois-ci, dans le lemme, on se sert vraiment du fait que les autres éléments sont non nuls, qu'on sait exactement repérer tous les zéros. Il y a exactement P, facteur de P-1 sur 2, 0 dans la matrice J. Hein. Donc c'est eux qui font enlever. Et donc comme elle possède P2 éléments, il en reste P, facteur de P plus 1 sur 2. C'est eux qui survivent. Et il faut prendre le log indice P de ça. Voilà. Alors, des petites choses sur les fractales. D'habitude, là ici, vous voyez que c'est des fractales où on sculpte à l'intérieur d'un carré. Le premier fractal qu'on rencontre, c'est la courbe de Koch, hein, ici, hein, que vous obtenez comme ça. Vous prenez un segment, vous le divisez en 3, et de 3, vous en faites 4 segments. Vous construisez 4 segments, d'accord, qui sont isométriques au tiers, ici, du segment. Enfin, une homothétie de rapport 1 tiers, d'accord. Et maintenant, vous regardez ça à l'infini, eh bien, vous faites cette construction, eh bien, à l'infini, vous aurez une courbe de Van Koch qui va être de dimension log de 4 sur log de 3. Donc vous voyez que là, c'est un peu plus qu'une ligne. C'est un peu plus que la dimension 1. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une très bonne nouvelle pour les coureurs, si jamais il y a un autre confinement, qu'ils sachent, grâce à la courbe de Van Koch, qu'ils fassent un parcours de Van Koch. Comme ça, ils pourront rester dans un
périmètre délimité, tout en faisant autant de kilomètres qu'ils veulent. Hein. Donc ça n'a peut-être pas été bien relayé dans les médias. Là, ici, on n'est pas en train d'ajouter des choses, on sculpte, hein, d'accord? Donc ça va être un petit peu en dessous de 2. Regardez donc pour P égale 2. Alors, là, je vous fais la version triangulaire du truc. En fait, ce qui est intéressant dans ces histoires de dimension fractale, c'est que ça ne dépend pas, finalement, la dimension et ça, il faut vraiment qu'il y ait un théorème là derrière. Hein. On dit la dimension d'un fractal. Il faut que ça ne dépende pas de la façon de le fabriquer, c'est-à-dire de la tuile élémentaire. Bon, et bien là, on peut le faire sous forme de triangle, et ici, on a un triangle, et on en enlève, on élague ici un triangle central de la même manière qu'on élaguait ici, et ça, c'est en passant à la limite qu'on obtient ici, donc c'est lié à la matrice, toujours la même matrice, et là on obtient le triangle de Sierpinski à la limite, mais là c'est vraiment des intersections. On définit ça par des intersections. Et évidemment, la dimension, ça va être log de 3 sur log de 2, hein, à cause de l'homothétie de rapport 2, et que ici, on n'a pas 4, hein, c'est pas une surface, c'est moins qu'une surface, on a enlevé un élément. Et pareil, alors pour P égale 3, alors ici, on aurait quelque chose comme ceci, hein. Donc là, c'est 3 éléments qu'on tue, et sur le triangle de Pascal, si on regarde le triangle de Pascal, donc sa version vraiment triangulaire, on enlève ces éléments-là pour regarder 6. Donc on va avoir quelque chose de dimension log de 6 sur log de 3. D'accord ? Et en général, d'accord, donc ce truc, quand on le calcule, et quand P est grand, on va avoir, c'est facile, hein, on va avoir du log de P, facteur de P plus 1 sur 2, donc là je parle de logarithme népérien, sur logarithme népérien de P, donc ici ça se simplifie, et on voit qu'on va avoir du 2 moins log de 2 sur log de P, à cause de ce 2-là, plus 1 sur P log de P, facteur de 1 plus epsilon, donc on a un développement asymptotique, ce qui fait qu'on voit que quand P est grand, ça reste toujours, on s'en doute, hein, un peu en dessous d'une surface. Voilà. Donc vous pouvez le voir sous forme de carré. Hein, donc vous avez un espèce de carré de Sierpinski généralisé. Pour ici, c'est plus joli, je trouve, quand même, avec les triangles, mais c'est plus facile à manipuler mathématiquement avec des carrés, parce que ça s'exprime de façon matricielle très facilement. Mais avec les triangles, c'est vrai que ça fait penser à des sapins. Donc pour ceux qui font des sapins de Noël, vous pouvez chaque année changer P, voilà, pour la décoration. Selon l'année, vous prenez un P premier différent, et ça vous fait des décorations différentes. Et puis pour ceux qui font pas de sapin, ils peuvent l'apprécier en coquillage. Oh mon Dieu, c'est un délice.